Il est l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville et son nom apparaît constamment dans les rumeurs pour un poste d'entraîneur-chef au niveau professionnel. Notre invité, Sylvain Favreau. Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Plein camp d'entraînement, fait que... C'est ça, t'es bien. Ouais, absolument. T'es bien réveillé, là. T'es bien rodé, là. T'es de retour. On est de retour. Moi, je le dis aux joueurs à chaque fois, c'est pour un coach, il y a 2 moments là, pendant une saison là, qui a un niveau d'excitation quand même pas mal élevé. C'est le camp d'entraînement puis le début des playoffs. Sans rien dire à saison régulière, là, mais tu sais, c'est 2 moments pour un coach où on a hâte de commencer avec des nouveaux joueurs, voir leur progression. Puis les playoffs, on est seulement humain. C'est assez excitant. Fait que c'est des moments excitants d'une saison, un renouveau, un nouveau départ. Fait que c'est tout le temps le fun. C'est peut-être que ce soit la saison régulière le plus long bout, par exemple. Oui, on essaie de diviser la saison régulière en différentes phases, là, puis on amène une certaine vibe là, à chaque phase. Mais c'est sûr qu'on est rendu au mois de février, qu'il fait froid dehors, les journées sont un petit peu plus longues, moins de soleil. C'est là qu'on rentre un petit peu dans le grind, mais on fait du hockey, c'est une passion, c'est pas une job, puis c'est super le fun. Écoute, veux-tu nous situer un peu? Je sais que vous étiez en camp d'entraînement la semaine passée. C'est là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Fait que là, c'est ça, on a commencé comme pas mal toutes les équipes là, dans notre ligue. On a commencé avec un camp d'entraînement des recrues. Fait que il y a une première phase du camp d'entraînement qui dure environ une semaine. Ensuite de ça, on a les joueurs, les vétérans, comme on appelle, qui se joignent au groupe. Puis là, on a fait la dernière semaine avec les vétérans. Puis ensuite de ça, vient les fameuses réassignations, comme on dit maintenant. Puis là, il nous reste 3-4 jours là, de travail avant le week-end de la fête du travail. Puis on a un congé là, qu'on donne aux joueurs. Puis ensuite, on recommence première semaine du mois de septembre. Puis on prépare la saison. On a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines pour préparer là, notre match d'ouverture contre Chicoutimi le 20 septembre. Écoute, on commence souvent ces entretiens-là par le début. Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis un fan de chronologie. Tu as joué au hockey, évidemment. On va en parler. Mais ça commence comment, le hockey, chez vous? Viens-tu d'une famille où c'était quelque chose d'important? Oui, mon père a joué pour les Forces armées canadiennes. Il a joué au hockey pendant qu'il a fait son service. Mon frère aîné a joué aussi. Puis moi, ça a commencé un peu comme pas mal tout le monde, là, à bas âge. J'ai commencé à patiner, j'avais 4-5 ans. Puis j'ai fait les étapes de hockey compétitif. Moi, je suis franco-ontarien. Je viens de la région d'Ottawa, de l'Est d'Ottawa, qui s'appelle Orléans. Donc, j'ai joué mon hockey mineur là-bas. Puis ensuite, j'ai joué au niveau junior A, qui au Québec, ce serait l'équivalent, c'est le junior 3, parce que je voulais poursuivre mes études au niveau collégial universitaire américain, ce que j'ai fait. Puis ensuite, j'ai eu une carrière de 6-7 ans là, au niveau professionnel en Europe. Mon grand-père étant français, j'ai pu jouer là-bas là, puis j'ai fait 5 villes, je crois. Là. C'était des moments pas mal incroyables. Là. Puis une fois ma carrière de hockey terminée, naturellement, j'ai commencé à coacher. J'ai fait 7 ans comme entraîneur-chef et DG au niveau junior A en Ontario. Puis ensuite, j'ai eu mon départ dans la LHJMQ avec Bobby Smith, l'ancien propriétaire des Mooseheads d'Halifax, qui est venu me chercher. Et j'ai passé 6 ans à Halifax avant de transitionner à Drummondville. Est-ce qu'il y a un moment, as-tu grandi sur une base ou... Non, moi, j'ai pas grandi sur une base. J'ai grandi à Ottawa. Mon père avait transitionné de carrière par ce temps-là. Non, j'ai pas grandi sur une base, mais C'était stable, il n'y a pas eu de
de barouettage, vous ne vous êtes pas promené à gauche et à droite? Non, je te dirais, le seul barouettage a commencé quand je suis parti à l'université pour le hockey. Ensuite de ça, en Europe, changement de certaines villes, de pays. Ouais. Le barouettage, je te dirais, qui a commencé là. C'était 100% ton barouettage. C'est toi qui en étais le. Ouais, c'est moi qui étais derrière tout ce barouettage. Est-ce qu'il y a, donc, dans cette enfance paisible là, et stable, est-ce qu'il y a un moment où, ou peut-être que c'était déjà le cas quand ça a commencé, ou est-ce que c'est plus qu'une activité, le hockey, ou est-ce que tu te dis, hey, c'est important, là. J'aimerais ça que ça soit central dans ma vie. Oui, je pense que même tôt, là, je pense au niveau novice, là, je pense qu'on peut plus dire ça, là, mais au niveau novice, Ouais. il y avait une équipe 3 lettres, 3A, puis je me rappelle, on avait une très, très bonne équipe, puis on s'est suivi, en fait, là, jusqu'aux années, ça serait des moins de 15 ans, là, le bantam majeur. Notre équipe, en fait, on s'est suivi là, de novice à cet âge-là, puis on a eu la chance d'être très, très bien coachés. Mon coach, tout le hockey mineur, pas mal, ça a été Guy Lalonde. Guy qui a gagné la Coupe Memorial avec Claude Julien en tant qu'entraîneur adjoint avec les Olympiques de Hull dans le temps. Ensuite, a coaché plusieurs années au Cap-Breton avec Pascal Vincent, est revenu à Gatineau avec Benoît Groux. Donc, tu sais, j'ai eu des bonnes bases d'un très, très bon entraîneur. Puis non seulement moi, mais mon équipe. Ouais. Fait que, tellement des beaux souvenirs du hockey mineur parce qu'on avait, oui, une bonne équipe. On a gagné souvent, on a gagné plusieurs gros tournois prestigieux. Puis, tu sais, je le dis toujours, tu sais, c'est le résultat final, c'est la victoire, mais dans le processus de se rendre là, on était bien entouré, bien coaché. Puis, tu vois, je garde toujours contact avec Guy. Puis, dans cette équipe-là, il y a moi qui coach au niveau, qui fait ça à temps plein. Puis, un de mes coéquipiers, Marty Johnson, qui est aussi maintenant adjoint avec les Jets de Winnipeg. Fait que, il y a une certaine fierté là, pour Guy dans ça, qu'il y a deux de ses anciens joueurs qui continuent un petit peu dans la même veine de coacher puis de redonner aux suivants, les jeunes. Fait que non, c'est le fun. C'était des beaux souvenirs, le hockey mineur. Puis on a eu un bel encadrement puis des très, très bons coéquipiers. Corrige-moi si je me trompe, c'est particulier. C'est rare que ton entraîneur au hockey mineur. Ben d'abord, moi, quand tu me disais, tu disais ça me rappelait mes années de soccer. Moi, j'ai vécu quelque chose de semblable. On était toujours la même gang, on se suivait. Mais tu sais, mon coach n'a jamais, là, il n'a pas coaché en Europe après. C'était le père d'un de mes coéquipiers. C'était pas ça, visiblement, de ton côté. Là. Non, puis tu sais, je pense que quand tu as du succès dans le coaching, dans le monde du coaching, souvent c'est reconnu. Tu sais, puis pour lui, je pense d'avoir du succès avec notre équipe au fil des années. C'est sûr que son fils, qui était un très, très bon joueur de hockey aussi, là, qui a joué au niveau universitaire américain, était dans notre équipe. Fait que ça venait de soi là, de pouvoir suivre. Mais vu qu'on avait beaucoup de succès, il a fait le saut au niveau junior A avant de rentrer là, dans la LHJMQ avec les Olympiques de Hull. Fait que, puis même notamment Claude Julien, qui est aussi de la région d'Ottawa, lui avait aussi commencé au niveau junior A là, dans cette ligue-là. Donc, c'était comme l'étape suivante, j'imagine. Ouais. Ça a été mon cas aussi. Je veux dire, j'ai commencé dans cette ligue-là, puis j'ai fait le saut dans la JMQ. C'est sûr que c'est peut-être plus facile étant francophone. C'est peut-être un peu plus difficile dans la Ligue de l'Ontario de percer au début comme jeune coach, étant ma langue première le français, mais je pense qu'il y a eu une très belle ouverture d'esprit des Moussets d'Halifax, de Bobby Smith notamment, Cam Russell aussi, le DG là-bas. Puis, non, tu sais, je suis la progression de plusieurs coachs. Je regarde Dominique Ducharme qui a commencé dans le Junior 3 à Joliette.
qui a été adjoint pendant 4 ans avec le Junior de Montréal. Ensuite, a eu sa première job en chef avec les Mooseheads. Il y a certaines similitudes là, dans le processus de plusieurs coachs. Puis, mais pour revenir à ta question, je pense que pour lui, c'était naturel de nous suivre d'année en année. Puis ensuite de ça, il a fait le saut au hockey junior. Il a fait une carrière. Tu joues à quelle position? Moi, j'étais centre. J'ai joué à l'aile gauche aussi, étant gaucher, mais j'étais plutôt un joueur de centre. OK, un attaquant. Un attaquant, oui. Puis, est-ce qu'il y a un moment, parce que tu disais, dès tes premiers coups de patin, dans le fond, là, tu le sais, ou enfin, tu te doutes que ça ne sera pas juste du parascolaire, le hockey. J'imagine que tu rêves de jouer dans la Ligue nationale, là, même ceux qui ne sont pas bons. de ça. Je pense que comme n'importe quel Canadien, Québécois, d'où tu viens au Canada, je pense que les premiers coups de patin ont une certaine... tu as un plan de jouer dans la Ligue nationale. Puis au fil des années, avec l'âge, on réalise que c'est pas si facile que ça. Mm-hmm. Mais je pense que pour moi, ça a été que on a découvert à un jeune âge qu'il y avait un certain talent. Là, puis de voir est-ce que ça allait mener à la Ligue nationale. Je pense que c'était beaucoup trop tôt, mais tu joues dans l'équipe compétitive, tu es dans le 3A, tu es fier de l'être. Et puis, pour moi, le hockey, ça n'a jamais été quelque chose, c'est une passion. Ça n'a jamais été quelque chose. Il ne fallait pas que tu me traînes. Tu me traînes pour aller à l'aréna. J'étais prêt. Là, je me rappelle les entraînements, là, des fois à 6-7 heures le matin. Puis, il y en a certains que c'est plus difficile. Moi, mon réveil était assez facile pour me rendre à la patinoire. À quel moment justement, tu dis, on arrive à un point où est-ce qu'on s'aperçoit que ça va être difficile de jouer au plus haut niveau? Ça se passe comment, toi? Puis, c'est quoi le chemin pour en arriver à la conclusion que finalement, le coaching, ça pourrait être ça, là? Oui, le coaching, vraiment, ça a été... tout ça, ça a commencé en Europe, en fait. Ah ouais? Mais pour répondre à ta question initiale, pour moi, tu réalises quand tu gravis les échelons du hockey mineur, puis là, quand ça vient à 1 an avant ton repêchage junior majeur, puis l'année du repêchage, c'est que tu vois que tu as des habiletés, certes, mais que tu as des manques à gagner ailleurs. Je pouvais marquer des buts, j'avais un bon sens du jeu pour créer plein de choses offensivement, ce qui m'aurait aidé à peut-être aller au plus haut niveau. Ça aurait été juste ma vitesse sur la glace puis mon coup de patin. Fait que on voit, puis on deal avec ça chaque jour. C'est un package complet. Mm-hmm. C'est pas facile de l'avoir, même à notre niveau ici, junior majeur. Fait que c'est... mais c'est correct. Moi, mon but, en fait, c'était d'essayer d'utiliser mon sport pour me rendre à un autre niveau dans ma vie, dans ma carrière. Donc, moi, dans ce temps-là, j'ai utilisé le hockey pour avoir une bourse d'études, pour au moins stabiliser le côté financier de faire des études postsecondaires. Puis après ça, l'idée d'aller en Europe m'est venue parce que c'est certain qu'on avait certains contacts là-bas. Mon grand-père était en français. J'ai joué en Ligue Magnus en France. Et puis, on s'entend que c'est un niveau professionnel. C'est pas le plus haut niveau, mais tellement de bons souvenirs, tellement une belle école de vie d'avoir, à 22, 23 ans, passer de l'autre côté de l'océan. Puis, c'était un peu jeter au lion là, de commencer. Là, il faut que tu fasses ta bouffe, faut que tu te prépares, Puis en plus, c'est quand même du hockey professionnel, faut que tu exécutes, faut que tu livres. Faut que tu livres la marchandise, c'est certain. Donc, une super belle école de vie. Puis en fait, c'est là que ça a commencé le coaching pour moi. Tu étais déjà allé, j'imagine, si tu avais de la famille, c'était pas une première expérience. Moi, perso, je n'étais jamais allé. La plupart du temps, c'était mes parents qui allaient quand j'étais plus jeune, là, très jeune.
ou mon grand-père qui venait au Canada souvent pendant l'été. Fait que moi, j'avais jamais été. C'était ma première expérience. J'étais arrivé là avec une grosse valise, une poche de hockey, puis 24 bâtons, puis let's go. Non, parce que là, la découverte, c'est une coche de plus là, en termes... non, tu sais, moi, je me rappelle, ma première année, j'ai joué à Besançon, qui est sur la frontière avec la Suisse, en fait, dans l'est de la France. Et puis, j'étais atterri à Paris, Charles de Gaulle, comme je te dis, avec ma valise, mon sac de hockey, mes 24 bâtons. Il a fallu que je saute sur un TGV pour me rendre là-bas. Tu sais pas où tu t'en vas. C'était l'école de la vie 100%. À vitesse, justement, à vitesse TGV. 100%. Et donc, tu dis le coaching, ça s'est développé là-bas organiquement ou du moins... Non, du tout, en fait. Est-ce que j'ai su que j'aimais ça coacher? Oui, parce que même junior et dans ces années-là, j'ai aidé beaucoup avec des camps de hockey l'été dans la région d'Ottawa. Fait que de redonner aux jeunes, j'ai toujours aimé ça. Mais j'étais plus là comme un instructeur là, qui était là pour aider les jeunes sur la glace. Puis comment le coaching, ça a commencé pour moi, c'est à ma première année là-bas, en France, il faut savoir que les jeunes vont à l'école le lundi, mardi, puis le mercredi, c'est congé, parce qu'ils vont à l'école le jeudi, vendredi et une demi-journée le samedi. Donc, le hockey mineur, ça roule le mercredi toute la journée. Puis, moi, on m'a demandé, à un moment donné, le président du club m'a demandé, puis il faisait ça souvent avec les joueurs étrangers, évidemment, qui pouvaient communiquer en français. Ça m'intéressait de participer comme coach avec les plus jeunes, qu'on allait me rémunérer un petit peu plus pour le faire. Puis c'était juste d'être impliqué avec les entraînements. Puis moi, tout bonnement, j'ai dit, ben oui, absolument, on va faire ça. Puis je me suis lancé là-dedans. Zéro plan. Je me rappelle, c'était l'école de glace qu'ils appellent en France, qui est les MAG, les tout petits. Ouais. Puis, confiant, je me suis dit, c'est bon, je vais préparer une petite pratique avant, genre une demi-heure avant l'entraînement. Puis, j'étais sur la glace, au milieu de la glace, je suis embarqué sur la glace. Puis là, tu as 25 petits jeunes qui se regroupent vers moi au milieu. Puis là, tu as un moment de panique un petit peu parce que, comme je te disais avant, moi, j'étais juste l'instructeur dans les camps de hockey. Puis là, ben, c'était comme mon show, là, comme on dit. Fait que, les premiers entraînements, si j'avais à revoir ces jeunes-là maintenant, je m'excuserais. Mais c'est de même que ça a commencé. Puis j'ai pris la piqûre, honnêtement. Puis en fait, les années suivantes, j'ai monté les échelons avec les groupes d'âge. Jusqu'à mes dernières années, j'étais avec les équipes juniors. Fait que je jouais, mais j'aidais aussi avec les équipes juniors. Puis j'ai eu la piqûre. Puis moi, ma carrière de hockey s'est terminée avec une blessure assez sérieuse. Je me suis fracturé la rotule du genou. Donc, j'ai dû prendre ma retraite de tout ça. Puis, mais en même temps, c'était le temps. Tu avais quel âge? 29 ans. 29 ans. Donc, je pense que c'était le temps. Puis, à mon retour à Ottawa, c'est tout bonnement, on m'a demandé ça te tente de t'impliquer avec l'équipe junior A. Donc, comme moi, j'avais évolué pour plusieurs années avant. Puis ça a commencé par, en dedans de 6 mois, c'était je vais juste aider avec les entraînements à devenir entraîneur adjoint et à devenir entraîneur-chef. Fait que ça s'est passé quand même assez rapidement. Puis, j'ai été choyé aussi à mes débuts là-bas parce que, à ce niveau-là, j'ai été bien supporté avec des propriétaires qui m'ont fait confiance. Parce que j'ai coaché pour 2 équipes différentes. Les 2 m'ont fait une grande confiance. Je suis devenu entraîneur-chef et DG. Puis, dans cette ligue-là, au hockey junior, j'ai pu avoir la latitude de faire mes erreurs, d'apprendre. Puis, de fil en aiguille, je me suis impliqué avec tout le programme des moins de 16 ans au niveau du programme d'excellence d'Hockey Canada en Ontario. Puis ça m'a mené ensuite de ça à avoir un petit peu de succès. Puis Bobby Smith, qui était
originaire d'Ottawa, qui a Ouais. habité là pendant longtemps. C'est de fil en aiguille, il a eu mon nom et puis il a fait quelques coups de téléphone, notamment avec Gilles Courteau, l'ancien commissaire de la JMQ. Puis il est retourné à Halifax avec une super belle aventure. Puis j'ai continué dans le programme d'excellence. J'ai fait 3 ans avec les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, le Linka Gretzky. Ouais. Et puis l'hiver dernier avec les moins de 20 ans avec les championnats du monde junior. Fait que c'est tout ça, c'est qui a commencé avec, en fait, une pratique de mag Qui, en était pas, France. qui apparemment, selon mes, était ordinaire, de ce que j'ai Je peux te le dire aujourd'hui, c'était très ordinaire. C'était moyen. C'est comme ça qu'ils disent là-bas. C'était moyen. C'était très, très moyen. Tu me donnes, écoute, ça fait 20 minutes qu'on jase, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui se laisse guider. Tu sais, je m'attendais à parce que ton nom est constamment dans les rumeurs ces temps-ci. Tu sais, tu progresses, tu as progressé vraiment rapidement. C'est des sujets qu'on pourra développer, mais tu as parlé aussi du fait francophone. Tu es impliqué avec Hockey Canada depuis longtemps. C'est toujours ça paraît toujours un peu plus difficile pour les francophones, mais je veux dire, l'impression que j'ai, c'est que ça roule tellement tes affaires et on dirait que tu te laisses porter, que tu ne m'apparais pas comme un gars là, qui a un plan super détaillé, que c'est l'ambition, c'est ça, puis il faut que ça arrive. Corrige-moi si ma lecture est... Bien, l'ambition est là, parce que dans notre domaine, si on veut gravir des échelons, il faut avoir des ambitions. Par contre, j'essaie de ne pas forcer rien. Mm-hmm. J'ai une ouverture d'esprit. J'essaie d'apprendre à chaque jour. Comme coach, il faut constamment avoir une ouverture d'esprit, d'apprendre, non seulement dans notre métier de coach, de hockey, mais dans tout. Depuis mon arrivée à Drummondville, j'apprends tellement de choses sur comment la gestion d'un club de hockey junior, puis les implications, puis probablement dû au fait que c'est un plus petit club avec où j'étais à Halifax, puis il y a plus un sentiment de famille entre le côté administratif, le bureau, le côté hockey. Fait que j'apprends beaucoup dans tout ça. Moi, j'essaie vraiment de prendre tout ce qui passe, puis d'en tirer, d'apprendre du positif et du négatif là, aussi. Fait est-ce que j'ai un plan? Oui, certainement que j'ai un plan. Mais moi, mon but premier, je parle souvent aux joueurs qu'on met rarement, voire jamais, notre focus sur le résultat final. On est toujours dans le processus. Comment est-ce qu'on veut faire? Puis c'est cliché, puis c'est pour certaines personnes, des fois, de m'entendre, ça devient redondant, mais j'y crois tellement que pour moi, si je garde mon processus, puis je fais les bonnes choses pour les bonnes raisons, je crois que c'est pour ça que j'ai eu un certain succès avec les équipes que j'ai coachées, mais au niveau personnel aussi, à un moment donné, le résultat de mes ambitions va venir à échéance parce que je travaille fort, je fais des choses pour les bonnes raisons, puis je suis dans mon processus en moi. Puis quand ça viendra, ça viendra. C'est sûr qu'il y a eu des opportunités. C'est sûr que ça depuis, je te dirais, depuis 2 ans, deux dernières étés, c'est sûr qu'il y a une certaine traction vers le hockey professionnel. Mais il faut aussi que ça soit un bon fit pour moi. Je pense que c'est important. Pour avoir du succès comme coach, il faut que ça soit dans une bonne organisation, où tu es bien entouré, où les gens ont confiance en toi, puis que ça va fonctionner. Comme ça, tu mets toutes les chances de ton côté d'avoir du succès. Là. Je pense que c'est important. Fait que, c'est une bonne analyse du sujet. Je pense que je suis très, très ambitieux, mais je laisse aussi beaucoup d'espace pour une ouverture d'esprit, puis d'être capable là, de voir ça passer à chaque jour, puis de prendre des décisions, puis de prendre le meilleur et le pire pour apprendre et avancer. Avais-tu des modèles? C'est dans ce sens-là, parce qu'évidemment que je pense pas qu'on arrive à ton niveau, puis comment dire, je parlais des rumeurs tout à l'heure, d'avoir autant de traction.
sans avoir de l'ambition. Mais c'est comme, avais-tu des modèles, mettons, avais-tu... quand je parlais de plans, je sais pas, on a parlé de Claude Julien tantôt, des gars qui étaient un peu de ta région. Est-ce qu'il y avait des entraîneurs comme ça qui te sont servis d'inspiration? Pas nécessairement dans le sens de la trajectoire, mais peut-être des valeurs ou de la façon de travailler, de cette attitude-là, dans le fond, que tu incarnes, là, de dire, bon, ben c'est le résultat, c'est une chose. Puis, tu sais, toi, tu le dis, mais j'entends l'entraîneur du Canadien le dire à tous les jours. Puis, ça s'applique dans nos vies aussi, dans nos vies personnelles à tout le monde. Tu sais. On a tous des objectifs, mais c'est vraiment le processus, tu sais, qui compte. Cette idée-là, est-ce que c'est ça, c'est inspiré de quelqu'un? Est-ce qu'il y avait des modèles quand tu as commencé à envisager le coaching comme un travail? Ben, oui, c'est certain. Je veux dire, en grandissant à Ottawa, tu avais deux choix. Puis moi, quand j'étais très jeune, les sénateurs d'Ottawa n'étaient pas en existence encore. Fait que on allait souvent, plus particulièrement, voir les Olympiques de Hull, personnellement. Mais j'allais souvent voir les 67 d'Ottawa. Fait qu'on avait comme deux choix. Puis au niveau coaching, ces deux équipes-là, ils ont une historique quand même une très belle historique de coaching. Ouais. On regarde les Olympiques de Hull. J'ai vu à l'œuvre Pat Burns à ses débuts, Okay. Alain Vigneault. Puis du côté d'Ottawa, avec les 67, c'était Brian Gilray. Puis toutes les histoires que tu peux entendre de comment il aborde le coaching. Puis ça, c'est peut-être une vue de plus loin, comme spectateur, comme amateur de hockey. Puis ensuite de ça, je l'ai mentionné tantôt, comme d'avoir un entraîneur comme Guy Lalonde c'est pas par hasard qu'ensuite de ça, il a eu une carrière au niveau géant majeur aussi, qui lui a été relié de proche avec Claude Julien, qui sont de ma région. Fait que c'est sûr que tu regardes ça d'un peu plus proche, ces gens-là, parce que maintenant, là, tu les connais, puis de regarder un petit peu leur trajectoire, puis comment ils font les choses. Puis je te dirais que j'ai toujours été passionné de leadership. Je pense que j'ai toujours été un leader, même jeune, dans les équipes où j'évoluais. Puis quand j'ai commencé à coacher, ça c'était plus à mon retour au Canada, là, au niveau Juniora, j'ai commencé beaucoup à écouter les conférences de presse des entraîneurs. Souvent, c'était sur RDS, tu avais Sport 30, les différents médias, en anglais aussi. Puis de juste voir les commentaires, puis même au jour d'aujourd'hui, moi, quand j'écoute, oui, tu écoutes les highlights des matchs et tout ça, mais j'écoute beaucoup aussi les entraîneurs, puis de voir un petit peu leur perspective. C'est toujours le fun quand tu entends des entraîneurs professionnels qui ont pas mal les mêmes, ou que je match un petit peu les mêmes pensées. Puis quand on parle de ces coachs-là, c'est des coachs peut-être plus de la vieille école. Moi, je serais plus considéré un coach de la nouvelle génération, mais il y a quand même beaucoup de bien à retirer de comment les choses étaient faites. Puis, quand on parle de rigueur, quand on parle de clarté, le message était quand même clair dans ce temps-là aussi. Là, mais c'est important j'essaie de prendre d'un peu partout, puis même les coachs que j'ai eus par après, les bons, les moins bons, puis qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce que je voyais comme leader dans mon équipe, qu'est-ce que je voyais qui fonctionnait pour les équipes dont j'ai évolué. Puis j'ai aucune prétention, je n'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais tu peux quand même tirer beaucoup de leçons sur qu'est-ce qui se passe autour d'un vestiaire, comment les choses sont abordées, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Puis je pense que le dénominateur commun pour moi, puis des fois je ris là, un petit peu quand dans les médias, des choses comme ça, quand on essaie de me décrire, mais ce qui est important pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui, communiquer, la façon de m'exprimer, d'être clair, d'être honnête avec les joueurs, mais avec tout le monde, en fait. Là, puis je pense que de fil en aiguille,
de tout ce que j'ai vu dans le coaching, de loin, comme je le disais, ou de proche. Je pense que pour moi, là, la clarté, la communication, développer des relations avec les joueurs où souvent on va dire comment on fait pour soutirer le maximum d'un joueur. Mais si le joueur sait que tu crois en lui, lui croit en toi, ben là, tu développes une relation là, de coach-joueur où ce que tu sais que si tu lui demandes de manger les bandes, il va le faire. Mhm. Fait que c'est un peu ça, en fait, la philosophie peut-être que j'ai acquérie au cours des années autour de tout ça, de mes observations, puis d'être un petit peu comme une éponge, là, d'être capable d'absorber à gauche par à droite ce que je vois, puis de ne pas avoir une fermeture d'esprit, mais plutôt une ouverture d'esprit. Dans le fond, c'est ça, être un coach de la nouvelle école. C'est pas bien plus. C'est une expression qu'on entend souvent, mais c'est juste le prolongement de nos rapports en société aussi. C'est vrai dans un vestiaire comme c'est vrai dans n'importe quel bureau maintenant. C'est absolument ça. Puis souvent, tu as des entraîneurs qui ont peut-être les mêmes connaissances hockey, tu pourrais même dire ont les mêmes systèmes. Puis pourquoi il y a une équipe qui a plus de succès qu'un autre? Ben, souvent, ça peut revenir à des petits détails comme ça. Je veux rebondir sur un truc que tu viens d'évoquer parce que je me rappelle, enfin, c'est le narratif qui avait été construit dans les médias. C'est peut-être pas exactement ce que Pascal Vincent pensait, mais tu te souviendras peut-être, à un moment donné, Vincent était allé faire pas un stage, mais était monté, était passé d'entraîneur-chef à entraîneur adjoint dans la LNH avec les Jets, si ma mémoire est bonne. L'est rarement. Ce qui avait été évoqué comme raison, c'est ça, c'est que Vincent n'avait pas joué dans la Ligue nationale. Il voulait comme aller chercher cette expérience-là de la Ligue nationale. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses qui te turlupine un peu? Parce que, bon, c'est ça, là, la Ligue nationale te tourne autour un peu. Ouais, mais tu sais, il faut que je revienne aussi des fois, faut pas s'enflammer trop rapidement non plus. Là, je veux dire, c'est ma 9e année dans la Ligue, mais j'étais adjoint pendant 4 ans. Fait que c'est pas comme si je suis un entraîneur. Là, ça fait 15 ans que je suis entraîneur-chef dans la LHJMQ. Puis, mon ascension jusqu'à date a été quand même assez rapide. On parlait de processus tantôt, j'y crois vraiment. Il faut que ce soit pour les bonnes, un bon fit pour les bonnes raisons. Puis, ça fait seulement là, deux étés là, que j'ai fait une finale avec Halifax. Ensuite, je suis venu à Drummond, on a gagné. L'année passée, on a connu une très, très belle saison avec une équipe, je ne te dirais pas en reconstruction, mais avec une équipe avec plusieurs changements à l'alignement. Je te dirais 12 recrues l'année passée dans notre alignement. Mais pour moi, c'est un but, c'est une ambition, certes, mais le sens de ma question, c'était est-ce que ça te gêne un peu de ne pas avoir joué dans la Ligue nationale? Ou du moins, est-ce que. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Non, pas en tout, parce que, si on regarde Pascal Vincent, au Québec, au Canada, c'est un des tops, là, on s'entend. Ouais. Puis, c'est pas par hasard qu'il est devenu entraîneur-chef dans la Ligue nationale, puis c'est pas par hasard que le Rocket, l'année passée, a une saison incroyable sous sa tutelle. Fait que non, j'ai aucune gêne là-dedans. Puis en fait, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as joué longtemps au hockey professionnel dans la Ligue nationale, que tu es nécessairement aussi un bon entraîneur-chef. Absolument. Mais il y en a aussi qui ont joué très, très longtemps. On regarde Martin Saint-Louis qui a passé du hockey mineur, en fait, puis qui a tellement de succès avec le Canadien de Montréal, je veux dire, tout à son honneur. Puis c'est vraiment dans la personne, au cas par cas pour moi. Puis, mon processus sera bien le processus. Puis, regarde, s'il faut que je passe par plusieurs étapes pour me rendre, je passerai par plusieurs étapes pour me rendre. Pour moi, c'est même pas une job, c'est tellement une passion de venir à l'aréna chaque jour. Puis, on va le noter, là, je suis très, très bien traité avec les Vols du Charlotte de Drummondville. Je peux m'épanouir. Financièrement, je suis comblé. Tout est là pour
pour mon succès. Je suis bien entouré. Je travaille avec Yannick Lemay qui a travaillé en fait pour les Jets très, très longtemps, qui a travaillé avec Pascal longtemps aussi au Cap-Breton. Tellement une bonne personne. Chaque jour, on a des conversations au hockey pour avancer notre équipe. Puis, c'est même pas du travail pour moi et lui. On a développé une bonne chimie, une amitié au-delà du hockey. Puis tantôt, quand je parlais, il faut que ce soit un bon fit. Oui, des fois, quand le train passe, il faut que tu sautes, là, on s'entend, puis tu rentres dans le train. Mais il y a d'autres fois où tu peux te permettre d'être un peu plus patient puis de trouver l'endroit où tu vas être porté à avoir du succès, puis avec les gens avec qui tu travailles. Oui, mais ça m'a toujours un peu... des fois, c'est ça. Des fois, tu n'as pas le choix, mais en même temps, je me rappelle quand André Tourigny a été nommé entraîneur de ce qui était jadis les Coyotes. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais non seulement l'équipe avait de la misère, mais il y avait de la misère à tous les niveaux. Puis on se disait... ça ne sera pas facile, mais finalement, ça va bien. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, on ne sait pas où, la vie nous mène. Je ne suis pas dans ses souliers, André, mais Bear, c'est tellement un gros travaillant, puis il sait où ce qui s'en va, a des convictions fermes. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y avait un côté où la langue, l'anglais, puis il l'a admis lui-même, où c'était un peu plus difficile, mais il a travaillé la chose. Puis maintenant, c'est tellement un bon communicateur en français que ça va de soi qu'en anglais, une fois que tu trouves les mots et les phrases, c'est sûr qu'il l'est, là, c'est 100%. Puis est-ce que je suis super proche avec André? Non, mais je peux le voir de loin, le succès qu'il a eu. Puis oui, c'est certain, tu te lances avec une équipe où ça va moins bien, mais je pense que pour lui, c'était une personne tellement forte. Avec ses convictions, il savait qu'il allait tourner la barque avec cette équipe-là. Puis, il est bien entouré avec Mario Duhamel, un ami de longue date, qui ont travaillé longtemps ensemble, que ce soit à Rouen, avec les 67 d'Ottawa, quand ils ont leur passage dans la OHL. Fait que quand tu t'entoures bien, tu as des convictions fermes, tu sais où tu t'en vas, puis c'est sûr, là, tu vois l'équipe, même avec le déménagement, ça n'a pas été facile pour cette gang-là. Si tu t'en vas en Arizona, il faut que tu déménages, il faut que tu continues à faire avancer ton équipe. Donc, c'est tout à leur mais oui, des fois, il faut que tu prennes la décision que voilà ma chance, et puis il faut saisir sa chance, puis il faut que tu aies les convictions de savoir que, écoute, je vais être capable de faire une différence avec cette équipe-là comme coach. Mais aussi, je pense que André s'est sûrement senti très, très bien entouré avec les gens qui l'ont engagé. Ben, c'est ça, c'est le bout qu'on ne savait pas. De l'extérieur, ça avait l'air un peu tout croche, mais je pense que Armstrong fait, c'est ça. Puis là, on le voit aussi, le résultat. Là, puis c'est ça, ce bout-là, on ne le connaissait pas, mais ça paraît davantage. Dis-moi, est-ce que c'est moi où on vit on est dans des bonnes années pour le coaching québécois? On vient d'en nommer quelques-uns. Qui ont du succès. Il y a quelques jeunes loups dans ton style qui poussent. Pourquoi? Comment ça? Est-ce que soudainement, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial dans ce qu'on fait au Québec ou? Je pense pas que c'est soudain, honnêtement. Là, on a nommé quelques noms tantôt, Pat Burns, Alain Vigneault, Benoît Groux, Claude Julien, Pascal Vincent, André Tourigny, Mario Duhamel. Je peux en nommer. Là, je pense qu'on a des bons mentors devant nous dans ce qui est, moi, je crois beaucoup dans le développement personnel. À chaque été, je vais au repêchage de la Ligue nationale. Oui, pour supporter certains joueurs, peut-être que j'ai coaché qui vont se faire repêcher, mais aussi des symposiums de coach de la Ligue nationale. Puis, je te dirais que pas mal tous les coachs dans la Ligue Junior Maritime Québec, ils sont. On travaille fort là-dessus. Il y a tellement tellement de bons entraîneurs dans notre ligue. Puis je regarde, je suis ontarien, puis je suis un petit peu la Ligue de l'Ontario. Puis oui, tu as des gros noms qui sortent, puis tout ça, mais quand on parle de la globalité de la chose, des entraîneurs qu'on a, puis pas juste les entraîneurs adjoints en chef, mais les entraîneurs adjoints aussi, honnêtement, puis je pense qu'on est une gang
dans la LHJMQ, puis j'inclus les provinces maritimes là-dedans. On est une gang qui travaille vraiment acharnement à notre boulot, puis ça fait en sorte qu'on a qu'on a du succès, je crois. Oui. Si tu regardes notre ligue, moi j'ai travaillé avec un gars comme Éric Veilleux à Halifax, qui lui aussi est devenu un ami, mais a eu beaucoup de succès, a coaché en chef dans la Ligue américaine, a coaché adjoint dans la Ligue américaine, est revenu avec les Remparts de Québec, là, mais je pourrais en nommer plein. Il y a Jean Chicoutimi qui bat des records de longévité, de victoire, de ci, de ça. Je peux en nommer une autre. Là. Il y en a plein dans notre ligue. Je ne vais pas en oublier, là, mais c'est tellement apparent que dans notre ligue, on travaille fort. Je pense que c'est le fruit là, de tout cet acharnement. Ouais. Puis le résultat, c'est qu'il y a plusieurs coachs québécois qui ont du succès. Mais tu l'as dit tantôt, c'est difficile de percer un marché qui est souvent plus anglophone. Ouais. Si on faisait la deuxième partie de l'entrevue en anglais, c'est quasiment impossible de voir mon accent francophone quand je parle anglais, vu que j'ai grandi dans un environnement bilingue à Ottawa. Mais mon nom, c'est quand même Sylvain Favreau, puis c'est pas John Smith. Puis, Sly, tu pourrais peut-être changer Sylvain pour Sly. C'est communément le surnom. C'est ça, oui. Hockey, mais tu sais, c'est quoi? Je ne m'acharne même pas à ça. Moi, je suis dans mon processus. J'essaie de faire les choses de la bonne manière, pour les bonnes raisons, pour les jeunes. Puis après, c'est ça. Si on faisait ce podcast-là en français, moi aussi, je serais pas mal plus riche. Je ferais pas mal plus de chiffres. Puis, ça marche de ce bord-là aussi. Comment on fait pour avoir du succès au hockey junior? Je veux dire, tu l'as dit, l'an passé, vous aviez une équipe avec plus de jeunes. Moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Au junior, puis aussi quand tu t'occupes d'un club école, où est-ce que, il y a tellement il y a tellement de contraintes qui n'ont pas rapport avec essayer de construire la meilleure équipe possible. Au junior, le roulement, dans la Ligue américaine, les rappels, les priorités du grand club. Ça m'apparaît difficile et je reste toujours très impressionné quand des entraîneurs réussissent à avoir du succès année après année, peu importe ces circonstances-là. C'est difficile? Oui, certainement, mais d'un autre côté, des fois, c'est avec la méthodologie qu'on adopte. Des fois, ça peut, tu vois que ça porte fruit, fait que tu continues là-dedans. Pour moi, on en parle depuis tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire le processus? Le processus, c'est d'apprendre à ces jeunes-là à jouer de la bonne façon. Puis c'est quoi jouer de la bonne façon? Avant n'importe quel système, on est semaine numéro 3 dans le camp d'entraînement. Moi, je n'ai pas touché à un système encore de jeu. Là. Puis je refuse de le faire parce que pour moi, c'est la fondation de cette équipe-là, ça va passer par des habitudes de travail. Puis ces habitudes de travail-là, ils vont être ensuite reliés directement à nos systèmes, comment on joue la game. Mais il y a 12 éléments. Pour nous autres, il peut en avoir plus, il peut en avoir moins. Pour nous, ici, c'est 12 éléments qui sont prioritaires. Puis on travaille là-dessus. Puis il y a une thématique sur chaque session vidéo, sur chaque entraînement. Puis, je vais donner un exemple. Le niveau de compétition. Puis, c'est pas ancré dans chaque joueur vraiment de se donner, de compétitionner. Puis, il faut mettre ces jeunes-là dans des situations où ils vont compétitionner. Puis, on compétitionne il y a une rondelle sur la glace. Puis, c'est correct de compétitionner pour une rondelle, mais ensuite de ça, il y a la prochaine étape. Puis la prochaine étape, ça dure 60 minutes, cette affaire-là. Tu ne peux pas juste compétitionner une fois ou deux fois. Il faut que ça soit dans la constance. Puis, est-ce que c'est un skill de compétitionner? Ça peut le devenir. Comment est-ce qu'on apprend à ces jeunes-là? Puis les forcer de générer une habitude de se donner à fond. Mm-hmm. Il y a plusieurs différentes manières qu'on utilise, que j'utilise, mais je te donne un exemple. Puis pour moi, quand tu as une équipe juste de base qui compétitionne, c'est sûr que tu te donnes une chance au succès.
On parlait de coach dans notre ligue tantôt. Je pense à Gilles Bouchard avec le Phoenix de Sherbrooke. L'an passé, le Phoenix n'avait pas l'alignement là, pour tout gagner, mais ils ont tellement bien fait pendant la saison. C'est directement relié, en fait, à Gilles a réussi à trouver une manière de faire tous ces joueurs, ces 4 trios, ces 3 paires de défenseurs, ces gardiens de but, tout le monde compétitionne, sont à fond. C'est difficile de jouer contre une équipe comme ça. Fait que quand tu ajoutes ce niveau de compétition-là avec disons, une équipe très, très talentueuse, tu n'as pas le choix d'avoir du succès. Puis ces jeunes-là apprennent à jouer de la bonne façon, apprennent à jouer la game. Puis il y en a plusieurs d'autres. Je te donne l'exemple juste de pour nous ici, c'est un non négociable. C'est dans tout ce qu'on fait, qu'on soit dans le gym, dans une activation, dans un cool-down après. Il y a tout le temps un élément de compétition. Comme ça devient ancré dans nos joueurs. Puis ça devient, c'est ça aussi, bâtir une culture. Une culture, oui. Exact. Est-ce que tu adaptes, parce que là, sans dire que un est plus important que l'autre, mais pour avoir jasé avec d'autres coachs aussi, je m'aperçois que ceux qui ont du succès, c'est d'établir, tu parlais de 12 points tantôt, j'imagine que c'est ça, là, des valeurs ou des éléments qui ne sont pas des systèmes de jeu, là, qui ne sont pas des tactiques, là, mais qui sont plus comme une attitude ou en référence à la culture, justement. Est-ce que tu vas adapter? Est-ce que les systèmes de jeu, dans le fond, et la tactique, ça va évoluer dépendamment de ton groupe, qui, comme je le disais tantôt, peut changer là, drastiquement d'une année à l'autre, ce qui n'est pas le cas dans la Ligue nationale, à moins d'une situation particulière. Là, oui, absolument. Je veux dire, on regarde, moi j'en ai 12 aussi qui me tiennent à cœur. Il peut en avoir un petit peu moins, il peut en avoir plus, sûrement. Mais je te donne un exemple, puis là, j'utilise l'anglais, là, désolé, mais tu sais. Non, mais ça va scorer, ça attend qu'on joue ça en Ontario. Stick on puck ou stick on stick. C'est un élément qu'il faut avoir dans. Hier, on a fait un entraînement de 55 minutes sur juste ça. Mais ensuite, quand tu décortiques un forecheck en zone offensive, un forecheck en zone neutre, puis que ce soit une couverture défensive, que tu joues le système que tu veux, il faut que tu utilises des angles, il faut que tu utilises un bon bâton. Si tu n'as pas un bon bâton, je veux dire, je commence avec la base, puis que c'est notre habitude de travail, c'est d'avoir un bon bâton. On a fait 55 minutes de juste ça hier. Différents exercices qui poussent le joueur à avoir un bon bâton, parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut avoir, c'est on veut avoir la rondelle sur notre bâton, qu'on puisse aller avoir du fun en zone offensive. Fait que pour moi, c'est cette base-là. On a des très bons jeunes qui arrivent du M18-3, puis même des éléments, même dans la Ligue américaine, la ligne est tellement mince entre gagner et le développement, puis il faut savoir balancer tout ça. Mais pour moi, la base, c'est d'apprendre à ces jeunes joueurs-là comment on joue au hockey. Puis ça commence avec une base, puis là, quand on a la base, je viens de te donner un exemple, quand on a la base d'un bon bâton, ensuite de ça, on peut rentrer dans nos systèmes de jeu, zone défensive, zone neutre, zone offensive sur l'échec avant, parce que ton bâton, c'est un outil pour toi de récupérer la rondelle, un outil de défensivement. C'est un exemple que je peux te donner. Bien, ça fait partie, donc, c'est ça. C'est pas nécessairement je comprends. C'est plus pratique que de dire. Oui, mais associé à ça, à ton point, c'est sûr, on a une identité d'équipe. C'est quoi un voltigeur? Ça veut dire quoi de jouer pour les voltigeurs de Drummondville? Puis ensuite de ça, on a des valeurs organisationnelles. Plus que juste le coach, les coachs puis les joueurs de hockey, c'est l'organisation complète. Puis c'est des choses c'est des non négociables ici, mais quand on établit clairement c'est quoi notre identité, c'est quoi nos valeurs, comment est-ce qu'on veut jouer la game, c'est quoi les détails où on veut emmener nos jeunes pour pouvoir finalement, si on bâtit une maison, là, c'est la fondation, c'est nos habitudes, puis là, quand tu mets les murs, puis ça, puis le toit, ben ça, c'est nos systèmes, puis tout ce qui vient avec.
Écoute, Sylvain, le temps file. Il y a quand même un paquet de sujets que je voulais aborder. On n'aura pas le temps. Mais je ne sais pas, est-ce que, dans le fond, dis-moi si ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas de jaser de ça. Comme ça, on va aller plus vite. Euh, les changements de la NCAA et l'espèce de bouleversement qui se dessine dans ton milieu, est-ce que c'est quelque chose que tu vois venir? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire avec? Ou... Ben, tu sais, premièrement, de nature, pour moi, ma personnalité, c'est, de toute façon, mon opinion, puis comment, si je me bats contre le courant, ça va rien donner de toute façon. Pour moi, je pense qu'il y a des éléments très, très positifs dans tout ça. Puis j'essaye de, qu'est-ce qui pourrait peut-être être les éléments négatifs? J'essaie de pousser ça de côté, puis j'essaie d'être assez positif dans la vie en général. Fait que j'essaie de voir c'est quoi les éléments qui vont être positifs pour les voltigeurs de Drummondville, pour la LHGMQ, pour la LCH, en fait, là, parce que la réalité de la chose, c'est que, à mes débuts dans la Ligue, jusqu'à l'année passée, on avait beaucoup des jeunes talents où ils étaient à un endroit décisionnel. Là, ils prenaient dessus la route A ou la route B. La route A étant géant majeur, la route B, la NCAA. Puis on leur demandait à 15-16 ans de prendre cette décision-là. C'est difficile pour un jeune à cet âge-là de prendre cette décision-là. Fait que j'essaie de voir le positif que c'est sûr que on va emmener dans nos ligues, je dis nos ligues parce que c'est les deux autres ligues de la LCH, là, on va emmener du talent peut-être plus jeune, plus rapidement dans notre ligue. Est-ce qu'on va perdre certains éléments? Oui, oui, ça va arriver. Mais tu sais, j'essaie de voir ça, moi, on parlait de la ligne et main sur le développement, puis gagner, tout ça, puis c'est correct. Mais en même temps, on est aussi une ligue où on essaie de propulser nos joueurs au prochain niveau. Toi, que ce soit la ligue que tu voudras. Fait que c'est quelque chose que, pour moi, je pense que de toute façon, tout ça, on va le voir dans 2 ans, là, une fois que la poussière va avoir retombé, c'est quoi vraiment les enjeux. Puis je pense qu'on va travailler avec les différentes entités, là, que ce soit la Ligue nationale, la NCAA, la LCH, pour trouver. Puis on a je pense qu'on a des bons gens en place là, aussi avec la Ligue, là, que ce soit Mario Cecchini, puis toute sa gang, puis qui vont avoir cette bienveillance-là là, pour notre Ligue. Mais c'est sûr que c'est un changement. Mais dans l'autre côté, on regarde toutes les équipes, incluant ici à Drummondville. Le nombre de joueurs invités au camp d'entraînement a tellement augmenté parce que maintenant, il y a du choix. Fait que ça va forcer les recruteurs, les scouts d'agents libres dans d'autres provinces, aux États-Unis, de vraiment, nous, on a engagé maintenant un scout qui est plus à temps plein aux États-Unis parce que c'est sûr que le territoire de la LHJMQ, c'est le New England. On a le plus petit territoire des 3 ligues pour les joueurs américains, mais il va falloir faire nos devoirs encore plus. Ou peut-être avant, on en avait un à temps partiel, mais là, ça va être plus important d'avoir quelqu'un à temps plein pour dénicher ce talent-là, puis d'avoir une ouverture d'esprit sur des joueurs qui viennent un petit peu de partout sans dénigrer, parce que c'est important, nos joueurs québécois, puis tout le travail, le bon travail qui est fait dans la Ligue M18-3 à travers la province. Fait que c'est juste des nouveaux enjeux qu'il va falloir qu'on se fasse avec. On fait ça avec, mais en même temps, j'essaie de garder un angle positif sur tout ça, puis de laisser d'autres gens s'occuper qui sont à leur place, parce que c'est pas la mienne, de gérer les plus grands enjeux, puis le futur, puis qu'est-ce que ça va donner, etc. Non, parce qu'on peut bien envisager, là, mais on ne sait pas. On verra bien. Donc, un autre sujet, parce que tu as travaillé en Ontario, tu es originaire de là, tu l'as dit. Tu travailles au Québec, tu as travaillé dans les Maritimes aussi. Comment va notre hockey québécois? Tantôt, je me demandais si c'était pas l'âge d'or des entraîneurs de chez nous. C'est un réflexe qu'on a en tant que dans les médias, mais en tant qu'amateur aussi,
C'est de toujours un peu voir comment notre notre hockey québécois va. Comment il va? Est-ce qu'il va bien? Si on se compare à l'Ontario, évidemment, l'Ontario, c'est une grosse machine. Je ne pense pas que l'objectif, c'est d'être au même niveau. Il y a plus de monde, c'est plus gros et tout ça, mais est-ce que ça se passe, est-ce que ça va bien pour le hockey québécois en ce moment? Ben, je pense que tu l'as dit, en Ontario, c'est sûr qu'il y a plus de joueurs dans la Ligue nationale qui sont ontariens juste parce que la population. Il y en a plus. C'est vraiment juste, c'est vraiment juste ça. Moi, je vois le hockey, puis je suis pas. Je vois ça d'un petit peu de plus haut, puis de ce que je vois à Drummondville, tout ça. Je pense que l'important, c'est d'amener des jeunes à jouer au hockey, puis avoir du plaisir à jouer au hockey, puis travailler fort. Pour moi, c'est comme deux choses qui sont tellement importantes. Puis des fois, je parle beaucoup, même à mon niveau, je l'ai mentionné souvent, c'est quoi la différence entre le processus et le résultat final. Puis moi, je trouve la seule chose, puis ça, c'est pas juste au Québec, en fait, là, c'est dans le hockey mineur, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent vraiment l'emphase seulement sur le résultat final parce qu'ils veulent gagner leur petit championnat, puis ils veulent gagner leur tournoi, puis ci, ça. Puis, en fait, est-ce qu'on développe vraiment des joueurs de hockey comme ça, de cette façon-là, quand même au hockey mineur, des fois, tu as une ligne et demie de joueurs qui sont toujours sur la glace, même si il y a une entente que tout le monde doit jouer, puis etc. Puis je vois certains entraînements, tu vois des petits gars et des filles aussi, là, mais de 9, 10, 11, 12 ans qui travaillent des sorties de zone à 5. Quand ils n'ont pas la base de récupérer une rondelle de 1, de faire une passe tape to tape, puis d'avoir de la bonne technique. Fait avant d'établir très, très jeune une sortie de zone à 5, est-ce qu'on peut travailler sur la base? Puis je pense que, puis à la fin de la journée, c'est d'avoir du plaisir aussi d'aller à l'aréna, que ce ne soit pas une corvée. Je pense que le parent aussi, il y a un rôle incroyable à faire là-dedans, parce que souvent, on voit des parents qui vivent un petit peu à travers le rêve de l'enfant, puis on le voit dans tout sport confondu, en fait, maintenant, là, mais des fois, c'est le fun de voir certains parents prendre leur café, puis de juste être présent et supporter leur enfant dans leur développement. Ben oui. On parle de hockey, là, mais c'est dans n'importe quel sport. Exactement. Puis juste être là, puis d'avoir confiance aux gens en place qui sont là pour coacher leurs enfants. Puis des fois, on a des joueurs qui arrivent à notre niveau, qui ont des crises d'identité parce que c'est vraiment un certain joueur a des qualités, je sais pas, là, je te donne un exemple d'un gros power forward, mais que tu as un entourage qui lui a dit qu'il faut que tu marques des buts toute ta vie, puis il n'est peut-être pas nécessaire. Et oui, il va en marquer, mais ce n'est pas un marqueur de 50 buts. Fait que, souvent, on arrive à notre niveau où peut-être certains joueurs ont des crises d'identité parce qu'ils ne savent pas qui ils sont vraiment ou qui devraient être sur la glace comme joueurs. Parce que je ne pensais pas rentrer là dans tout ça. Là, mais moi, honnêtement, je pense que c'est important. Si ça va bien, je ne peux pas juger si ça va bien le hockey au Québec. Mais ce que je vois, c'est que on devrait avoir plus d'emphase sur apprendre les bonnes bases, avoir du fun, travailler fort. Ta réponse est bien plus intéressante que ma question. Là. Ça, je te le dis, c'est évident. Est-ce qu'ils sont différents, les jeunes? Moi, j'entends... je ne sais pas, mettons, à 12 ans, les amateurs de hockey, ils ne regardent pas de match de hockey. Ils regardent juste des faits saillants. J'entends des affaires de même. Est-ce que tous les jeunes qui arrivent, là, à part la crise d'identité, est-ce que tu remarques des choses comme ça, des différents, parce qu'on a sensiblement le même âge, c'est différent de quand nous autres, on était enfants? Oui, puis quand je disais crise d'identité, c'est pas tout le monde, en fait. Là. Non, mais on comprend. Non, mais on comprend très bien ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, quand tout le monde s'en mêle, ça devient mêlant pour... Je pense que... Est-ce qu'ils regardent tous des matchs de hockey? Je pense qu'il y en a plus qu'on le pense, mais je pense qu'il y en a aussi vu... là, on est avec la technologie. C'est tellement facile d'aller sur
C'est plus facile. Un média social, puis juste checker les highlights là, de ce qui s'est passé. Puis ça devient important aussi pour nous autres quand on fait de la vidéo avec les joueurs, de l'apprentissage. Oui, on va utiliser le footage, la vidéo de nos matchs, de nos pratiques, mais je trouve ça aussi important de montrer ce qui se fait au niveau professionnel. Puis des fois, c'est pas juste, souvent, là, c'est plus souvent qu'autrement, c'est pas le but qu'ils ont marqué, mais c'est tout ce qui est venu après. Ouais. Puis notre job comme entraîneur, c'est qu'on analyse aussi beaucoup de matchs de la Ligue nationale, de la Ligue américaine pour avoir des exemples, pour leur montrer à ces jeunes-là. Parce qu'effectivement, il y en a plus peut-être que d'autres là, qui regardent moins des matchs complets. Moi, je me rappelle, c'était un rituel là, le samedi soir avec ma famille, mais surtout avec mon père, de regarder la soirée du hockey. Puis on regardait... à Ottawa, en grandissant, c'était soit que tu étais, parce que les sénateurs n'étaient pas là, c'était soit que tu étais fan de Toronto, Boston ou du Canadien de Montréal. Fait que, étant une famille francophone, c'était le Canadien de Montréal. Fait que, on s'assoyait et on regardait le match. Je me rappelle, jeune, j'avais le droit de regarder une période. Là, j'ai grandi un petit peu, j'avais le droit de regarder 2 périodes. Puis ensuite de ça, c'est devenu, pour moi, puis tout sport confondu, je regarde en ce moment le US Open du tennis, puis moi, je ne m'intéresse pas nécessairement à voir les highlights de Djokovic. Je veux voir le match au complet, comment il s'est comporté, comment il a fait face à l'adversité, comment les tournants de momentum dans un match de hockey. Des fois, tu te dis, on dit à nos joueurs... l'implication d'un mauvais changement de ligne sur la glace. Tu regardes un match à la Ligue nationale, puis le score, ça finit 3-2 en surtemps, disons. Mais tu regardes un match au complet, mais tu n'as pas su que l'équipe qui a perdu menait jusqu'à un mauvais changement de ligne qui a fait la vapeur tourner, le momentum a tourné, puis ensuite de ça, on a perdu le match. Mais tu sais, sauf si tu ne regardes pas le match, tu ne le sais pas. Puis c'est ça qu'on essaie d'apprendre à nos jeunes avec nos exemples aussi, là, de coacher, c'est pas juste faire 5-6 drills sur la glace, des exercices, puis leur montrer comment un système de jeu, puis de l'exécuter, c'est tout ça inclus. Hey, Sylvain, écoute, on pourrait jaser des heures. Le dernier sujet important avec lequel que je voulais aborder avec toi, c'est la poutine. Est-ce qu'elle est meilleure à Drummondville ou à Victoriaville? Bien, c'est évident. Ta pause m'a fait peur un peu. Mais non, c'est à cause que je suis en train de penser c'est quelle qui est la meilleure à Drummondville. Mais c'est évident que c'est à Drummondville, puis c'est même pas un débat. Donc, c'est même pas un débat. Il y a quelques endroits de prédilection là, qui sont très, très bonnes à Drummondville, puis là, ça dépend. Après ça, tu rentres dans quelle sauce qui est meilleure, puis est-ce que c'est la sauce brune versus la sauce... barbecue. Ouais. Puis il y a différentes places. La barbecue, en tout cas, ça pourrait être un autre podcast complet sur juste la le sujet. Exact. En anglais, celui-là, pour aller chercher le maximum à tous les niveaux. Écoute, tu auras été généreux dans tes réponses jusqu'à cette dernière question, Sylvain. Ça a été un grand plaisir. Merci infiniment d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Ben écoute, ça m'a fait plaisir, puis n'importe quand. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.